Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer notre conférence. Donc, avant tout, mes remerciements à tous ceux qui sont là, malgré les préoccupations quotidiennes qu'on connaît, en fait, qu'on fait face tous les jours ici à Paris. On sait que c'est pas facile de se déplacer pour une conférence, mais ça dénote aussi, en fait, la volonté, en fait, de vouloir penser à la solution, en fait, auquel on fait, c'est-à-dire aux problèmes qu'on fait face, notamment l'esclavage et les droits de l'homme. Et c'est vraiment important d'y faire face, notamment que la Mauritanie, depuis très longtemps, traverse une crise profonde liée à l'esclavage et aux droits de l'homme, et que malheureusement, il faut le dire, que nos intellectuels ont presque démissionné face à cette question. Et je pense qu'il est temps qu'on se mette debout, en fait, et essayer d'en faire face. C'est une crise qui est devenue presque chronique, et cette crise peut déboucher à un éclatement de la Mauritanie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les conférenciers qui sont là, notamment Dr Sidi Ndiaye et M. Diko Hanoun, Inch'Allah, on essaiera en tout cas d'en débattre profondément et d'y apporter en tout cas des esquisses de solutions qui permettra au MAP et la Mauritanie entière, en tout cas, d'en trouver un issue favorable, un issue qui édifiera en tout cas notre pays de Mauritanie de demain. Donc, je me permets aussi de vous annoncer, malheureusement, que M. Dilbert, François Dilbert, qui a eu une malaise, donc a été hospitalisé, malheureusement, aujourd'hui, donc ne pourra pas être de la partie. Donc il nous demande en tout cas des excuses de sa part. Et bon, nous on l'avait invité parce que c'est un observateur extérieur et qui lutte et continue de lutter en tout cas par rapport aux problématiques de l'esclavage, mais ça n'entame en rien en tout cas la profondeur de la conférence que M. Sidi Ndiaye et Diko Hanoun vont débattre aujourd'hui avec nous, et aussi les propositions de solutions que vous allez nous proposer par rapport à la conférence. Donc pour faire court, en tout cas, je vous remercie encore davantage et je passe la parole au modérateur. Merci Président. Je rappelle juste, vous venez d'entendre Nyang Suleiman, qui est en l'occurrence le président du MAPROM. Pour ceux qui ne connaissent pas, MAP, c'est le mouvement autonome pour le progrès de la Mauritanie. Donc je vais tout droit au sujet, et en même temps aussi rappeler sur la thématique dont devait intervenir M. Dilbert. Il devait intervenir en tant que membre du comité pour la mémoire de l'esclavage. Et c'est dans cette optique que nous l'avons approché. Et nous avons aussi pu aborder des sous-questions qui sont d'une importance capitale par rapport à ce que nous comptons faire de l'issue de cette conférence. Je précise, nous, MOP, si on organise une conférence, c'est en vue d'appuyer les documents sur lesquels nous sommes. Donc, nous sommes sur un document, et ce document sera une sorte de mémorandum que le MAP sera amené à présenter à tous ses partenaires, je précise de bonne volonté, pour l'abolition effective de l'esclavage en Mauritanie. Il devait intervenir sur la nécessité de l'enseignement de la question esclavage. Donc, à nos yeux, c'est une question quand même d'une importance capitale. Malheureusement, pour des raisons médicales, il a été hospitalisé dernière nuit, il ne pourra pas être là, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer dans la même optique que nous avions déjà commencé avec lui. Donc, je vais aller à ma gauche pour présenter Diko Hanoun. Diko Hanoun qui est aujourd'hui ici en tant que militant des droits humains, en particulier de la question esclavage. Son intervention va nous amener à une sorte de témoignage du combat qu'il a mené ici en France en tant que militant des droits humains, et pour bien sûr aboutir à ce qu'on appelle l'abolition effective de l'esclavage en Mauritanie.
Et à ma droite, vous avez le Dr Sidi Ndiaye, qui, dans un deuxième temps, va intervenir sur le silence des intellectuels. Mais que nous avons quand même intitulé de cette façon, sur la manière dont les intellectuels mauritaniens de 1991 jusqu'à aujourd'hui se sont positionnés par rapport à la question de l'esclavage et des droits humains de manière générale. Donc je passe la parole à M. Diko Hanou. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie le président du MAPROM, Souleymane Niang, et son bureau, et tout le travail extraordinaire qu'ils font. Peut-être qu'ils ne le font pas avec fanfaronnade et beaucoup de bruit comme le font certains. En tout cas, ils font un excellent travail, particulièrement Souleymane, que peut-être que vous ne le voyez pas, parce que, comme on l'appelle dans le milieu, c'est un sous-marin extrêmement efficace. Je vous l'assure. Donc, je me présente d'abord. Je suis Diko Hanou, que beaucoup de gens peut-être connaissent de loin, mais c'est moi. Voilà. Et je suis ressortissant du Guiri-Mara. Je suis né les années 74. Et malheureusement, les études, c'est pas trop flatteux. Mais quand même, j'ai pu me démerder jusqu'au lycée. Puis du lycée, j'étais dans l'obligation d'arrêter mes études faute de moi. Voilà. Et il fallait venir en France. J'ai repris tout à zéro. J'ai fait plutôt des domaines techniques. J'ai fait un bac énergétique. Je l'ai eu. Depuis lors, je me démerde comme je peux. Voilà, ça c'est un petit peu le cursus global de tout ce qui est études et parcours. À part ça, mes activités, je les ai commencées depuis en Mauritanie. Les activités des militants des droits de l'homme, surtout dans l'indigné d'une victime quelque part aussi, qui a été trop choquée, qui a vu plein de choses qui sont traumatisantes. Donc je suis venu en France en 98. Arrivé en France, j'étais venu en mission avec une multinationale, Elfa Aquitaine, dont j'ai eu des problèmes avec la direction. Voilà, j'ai mis mes souhaits de rester en France. Et c'était nécessaire pour moi parce que je savais que si je rentrais en Mauritanie, ça pouvait dégénérer sur d'autres choses. Voilà. Et c'est comme ça que je suis resté et j'ai déposé mon statut de réfugié comme tout le monde. Je l'ai eu et après on m'a envoyé à Lyon. Voilà comment je suis allé sur Lyon. Et une fois arrivé à Lyon, avant même que je passe à Lyon, je faisais partie des gens qui étaient les premiers initiateurs de la cellule SOS Esclaves Europe, avec Jamal Ouliassa, Abdallah Oul Kharmatallah et Mohamed Yahya Oul Siré, un ancien diplomate. Et puis on a été rejoint par d'autres, Arabi Oul Salek. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire parce que, comme d'habitude, on sait que beaucoup de gens adhèrent au mouvement, c'est pour dans l'objectif de récupérer ou de se faire entendre ou de se faire connaître et aller ensuite en faire leur marché qu'on sait tous s'abreuve l'État mauritanien, c'est-à-dire récupère la tête et puis laisse le reste flotter. On a dit ça, on a dit qu'on n'était pas d'accord. Déjà que le mouvement SOS Esclaves, du moment qu'il y a aussi des intellectuels haratines qui existent, qui sont là, s'ils n'étaient pas là, on peut le comprendre, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des haratines sur le terrain et que les problèmes des haratines, ou en tout cas les mouvements des haratines, sont dirigés par nos ex-maîtres ou nos maîtres. Donc ça ne colle pas bien. Il faut
il faudra plutôt que ceux qui veulent nous soutenir, qu'ils y adhèrent, ils ont toutes leurs places. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, sauf que c'est d'abord les victimes en premier, en fait, en tête de peloton, et puis les soutiens, il fallait qu'ils suivent. S'ils ont des responsabilités à prendre, il n'y a pas de souci. C'est sur ce genre de petits soucis qu'on a finalement décidé, Ahmed Yahya Oulsiré et moi-même, de créer, je crois que Oumar est là, il peut en témoigner, puisqu'on ne se connaissait pas, Oulsiré et moi. C'est Koulibaly Beydari qui nous a présenté. C'est suite à ça qu'on a décidé de créer AHME, donc l'association de Haratim de Mauritanie en Europe. Lorsqu'on a créé cette association, on s'était fixé comme objectif de combattre non seulement l'esclavage, mais aussi le racisme. On s'est dit que ces deux phénomènes sont indissociables, puisque quand on regarde la situation des esclaves en Mauritanie, le plus souvent, c'est tous des esclaves quand même noirs, c'est-à-dire les Haratim sont noirs. L'esclavage au tout début des Arabes a été encouragé et s'est ficelé sur les caractères raciaux. Donc, du moment que c'est suite à, non seulement aux couleurs de la peau et puis et tout ce qu'on sait, que l'esclavage a pu être pratiqué, continue d'être pratiqué sans que les Arabes prennent part à des protestations, ou en tout cas que les Arabes commencent à se poser des questions, à combattre le phénomène. C'est que non seulement c'est une question raciale, mais aussi c'est une question extrêmement profonde pour le maintien des Noirs, tous les Noirs confondus sous la domination des Arabes. Voilà. Donc on a créé cette association et nos objectifs, désolé, mais bon, ne sont pas encore atteints. J'espère qu'on l'atteindra un jour, et de dénoncer l'esclavage, le racisme, et d'encourager les victimes à aller porter leurs problèmes devant les autorités, c'est-à-dire devant la justice. Et ce qui n'est pas facile. Notre association, elle existe depuis en 2001, juillet 2001. Le président, c'est Mohamed Yahya Oulsiré. Moi, j'assure le rôle du secrétaire général. Notre porte-parole, il n'est pas très connu, mais c'est un certain journaliste, Abou Taboula. Et on a notre trésorier, c'est un ancien diplomate aussi. Voilà, le bureau, il est constitué ainsi. Et depuis la création de cette association, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait le faire. Parce que si on ne l'avait pas fait, on parlera des problèmes d'esclavage, on ne le prendrait pas au sérieux. Et il y aura très peu de gens qui sauront déjà qu'est-ce que c'est le mot Haratim. C'est quoi Haratim? Beaucoup de gens l'ignorent même. C'est lorsque seulement on a créé cette association au nom de cette communauté des victimes, c'est pas parce qu'on l'a créée pour encourager une ethnie ou une communauté. Non, il fallait connaître qui sont ces gens-là. C'est quoi ces mots déjà? Pourquoi on les appelle tant? Et pourquoi aujourd'hui on dit que c'est des Arabes? Puisqu'à chaque fois qu'on voulait cacher cette communauté, on l'a fondée dans la communauté arabe. Donc nous on a dit si c'est comme ça, pour que l'esclavage soit très connu et que soit beaucoup plus attirant pour les gens, il faudra d'abord créer quelque chose autour de cette communauté qu'on appelle les Arabes. Et une fois qu'on aura créé ça, qu'on aura développé nos idées, nos programmes et ainsi de suite, je pense que ça attirera beaucoup. En fait, les curieux sauront qui sont cette communauté. Voilà comment c'est parti. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on tape sur le net, ou en tout cas quand on regarde les journaux, on sait bien qu'est-ce que c'est en Hartagne, et de quoi il souffre, ou de quoi il a souffert, et de quoi il continue à souffrir. Voilà.
C'était ça l'objectif de notre association. Mais on ne s'est pas fixé l'objectif, par exemple, d'aller se rebeller ou de prendre des armes, attaquer un pouvoir ou un État ou une communauté. Notre association n'est nullement dirigée contre une communauté quelconque. Elle est dirigée contre les injustices. Point. Et cela n'empêche pas que toute injustice qui nous a été mise au devant de la table, on le prendra en charge. On ne regarde pas la couleur de la peau, ni l'ascendance, ni l'ethnie, ni la classe. Il suffit que la personne vienne, nous dise exactement qu'est-ce qu'elle a subi pour qu'on puisse prendre son dossier en charge et l'introduire autant qu'on peut. Nous sommes le relais de ceux qui sont à l'intérieur. Si vous constatez bien, tout ce qui se passe à l'intérieur, depuis notre création, il y a énormément de choses qui se passaient auparavant et aujourd'hui c'est devenu pratiquement mission impossible. Avant, il suffisait qu'on Hartani s'arrête quelque part, dénonce un cas pour qu'il soit séquestré par le gouvernement. Et que plus personne n'en parle, la personne pratiquement pourrie en prison jusqu'à ce qu'elle commence à ramper et venir demander pardon à ses maîtres pour pouvoir peut-être gagner sa liberté ou pouvoir avoir un poste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Grâce à notre travail et au travail de tout le monde, de toutes les associations qui existent à l'extérieur, quand on arrête une personne, parce que tout simplement, elle a dénoncé l'esclavage, ce n'est plus aussi facile comme ça de la garder au chaud, comme on l'a dit. Parce que énormément de bruit se fera autour, beaucoup d'ONG seront mobilisées, la parole est fluide, elle passe rapidement, l'information aussi, et l'État mauritanien est obligé aujourd'hui de jongler, d'aller même essayer même d'acheter des victimes pour faire taire nos associations. C'est le cas de, si vous regardez bien, de toutes ces dernièrement, les arrestations qu'ont subies les abolitionnistes en Mauritanie, et l'acte qui a été fait a été peut-être mal interprété par beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens croyaient que c'était le livre du Coran qu'on a brûlé, alors que c'était juste un recueil d'un imam. C'est juste un témoignage, ou en tout cas le point de vue d'un imam que nous protestons. Nous avons protesté par un geste symbolique qui est d'incinérer ce livre pour inciter l'opinion à se poser des questions, à regarder qu'est-ce qui se passe exactement dans l'enseignement de ces livres religieux, en fait, qu'on nous dit entre guillemets religieux. Donc ça c'est la présentation de ma présentation personnelle, et puis bon, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai préparé ici un petit témoignage, petit aperçu de la situation de l'esclavage et des droits de l'homme, que je vais vous lire. Ensuite, je passerai à d'autres, je passerai à nos besoins, au moins qu'on a besoin, et peut-être qu'on ouvrira les questions et réponses, ou peut-être Sidi interviendra. Voilà. Donc, les pratiques esclavagistes font partie des mœurs, coutumes et traditions des Mauritaniens dans toutes les couches sociales confondues. On hérite les statuts d'esclaves par ascendance, c'est-à-dire du père ou de la mère au fils. C'est les Maures qu'on appelle communément les Arabo-berbères. L'esclave est un bien meuble. On peut le vendre, le prêter, le louer, le castrer, le tuer s'il le faut, pour empêcher toute rébellion, et il travaille à vie sans aucun revenu ni repos. Il n'aura le repos que les jours où il décède malheureusement. On a tendance à parler de l'esclavage moderne,
mais celui qui est pratiqué en Mauritanie et dans beaucoup de pays arabo-musulmans, cet esclave-là n'a jamais changé de visage antique. Les pratiques d'esclavage sont jalousement gardées, enseignées, transmises de génération à génération par les chefs tribaux, religieux, la féodalité conservatrice, avec la bénédiction des autorités mauritaniennes. Les livres incinérés par les autorités, par les militants abolitionnistes, nous disaient ceci: la femme esclave doit entretenir son maître par sa chair. Elle ne doit pas couvrir son regard, elle ne doit pas couvrir son corps du regard de son maître. L'enfer promis à l'esclave qui n'obéit pas à son maître. Un maître peut vendre ou marier son esclave à qui il le veut et à tout moment. Le maître peut terminer le mariage de son esclave chaque fois qu'il le veut. Interdiction à un esclave ou un descendant, un esclave et un descendant d'esclave de diriger la prière. Un maître peut à tout moment entretenir des rapports sexuels avec son esclave. Sur ces propos, incinérer ces livres, je considérais comme un péché. Je pécherai tout le temps dans ma vie parce que je veux l'incinérer. L'esclavage traditionnel, c'est la communauté noire mauritanienne, est différent de celui pratiqué par les arabo-berbères. Celui qui a le statut d'esclave n'a pas droit au chapitre de la gestion des affaires courantes de la ville ou village, malgré qu'il bénéficie les fruits de son travail. Il ne peut pas être chef de village, ni imam de la mosquée. Il arrive même, les féodaux s'opposent à leur nomination dans un gouvernement sous prétexte qu'ils ne peuvent représenter leur communauté. Ils se reposent essentiellement sur des liens traditionnels très ancestraux, sur des préjugés. Le plus souvent, l'esclave n'est pas propriétaire de la terre qu'il cultive, sauf si le village est constitué uniquement d'esclaves. Le problème de l'esclavage, c'est les négros mauritaniens, et que les victimes ont honte de dénoncer leurs conditions. Exemple, dans tous les villages des Soningué de Guidi-Bara, pratiquement on trouve des quartiers d'esclaves, comme on Kani, des mosquées d'esclaves, comme on Kani Missidé, parfois des cimetières d'esclaves à part entière. La règle de vie communautaire dicte que la chefferie du village revient à celui qui est le plus âgé, à l'exception des castés. Ils ne sont pas concernés puisqu'ils sont considérés comme des sous-hommes relégués à assurer le second rôle dans la société. Ils ne peuvent pas présenter la communauté en quoi que ce soit, c'est-à-dire administrativement ni religieusement. Les castés doivent respecter les traditions. Ils travaillent pour les maîtres lors des cérémonies de mariage, baptême et fêtes religieuses gratuitement. Ils auront en récompense la part de la viande des bêtes qu'ils ont dépouillées, plus quelques cadeaux et un peu d'argent qu'on les offre. La situation des droits de l'homme en Mauritanie. Les droits de l'homme sont bafoués au quotidien dans ces pays, dans tous les domaines. Les lois ne sont pas appliquées. Elles sont faites pour la consommation de la communauté internationale, malgré que les pays continuent à ratifier les conventions et traités. À Genève, au siège des Nations Unies à New York, les autorités campent sur leur position d'une non-application stricte des conventions et traités signés sur leur non-conformité selon les préceptes de la charia en étant une république islamique. Dans ces cas, n'est-il pas légitime qu'on se demande pourquoi signer des accords qu'on sait d'avance inapplicables en sachant
qu'ils sont non conformes avec la République islamique à la charia aux humours des maîtres esclavagistes et racistes. Ceci traduit le manque sérieux de volonté de la part de nos dirigeants à combattre les injustices. En réalité, les traités sont signés dans la perspective de couvrir l'État. La preuve est qu'à chaque fois, les autorités sont acculées, les mêmes textes qu'elles défendaient bec et ongles, non conformes avec la charia, sont exhibés au grand jour avec tout un art de discours mensonger. Depuis l'indépendance de la Mauritanie à nos jours, aucun chef d'État n'a cherché à débarrasser le pays de ces pratiques discriminatoires qui se reposent sur l'esclavage, le racisme, le tribalisme et l'exclusion. Tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de l'État, dont les premiers présidents considérés comme les pères de la nation, Feu Mokhtar Ould Daddah, ont tous défendu fermement l'idée que les pratiques d'esclavage disparaîtront d'elles-mêmes, sans que l'État s'y mêle. C'est dans ces conditions très frustrantes, deux jeunes cadres Haratin de l'école de la diplomatie ont décidé de créer le premier mouvement de libération des esclaves qu'ils ont appelé El Hro, qui veut dire noblesse. Ces deux cadres sont Mohamed Yahya Ould Siré et Bilal Ould Warzek. Ils seront rejoints par Messoud Ould Khair et d'autres. En conclusion, pour installer une paix durable et la justice sociale, voici quelques propositions que je vous soumettrai à discuter. Dans la reconnaissance de la communauté Haratin comme à part entière victime de l'esclavage et du racisme dans la Constitution de la République, criminaliser l'esclavage et le racisme dans la Constitution, permettre aux associations abolitionnistes de se porter partie civile, renforcer la loi 2007-048 incriminant l'esclavage par des mesures d'accompagnement, création d'une brigade mixte qui sera chargée d'accompagner les abolitionnistes dans leur mission à l'intérieur pour libérer les esclaves sur l'ensemble du territoire national. La création des structures d'accueil pour les victimes de l'esclavage en les assurant d'une formation afin qu'elles puissent s'intégrer dans la société dans le long terme. Construire des écoles et centres médicaux dans les Adouaba. L'indemnisation des victimes de l'esclavage pour les permettre de s'intégrer dignement dans la société. Des terres irrigables et habitables pour toutes les victimes de l'esclavage et du racisme. Pour résoudre les volets du dramatique événement de 89, il faudra absolument qu'on passe par la justice. Ça, c'est une obligation. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne peut pas dire, on ne peut pas commettre des horreurs sur des citoyens et ensuite dire au nom de la charia ou de la loi ou je ne sais pas quoi, pardonner. Ce n'est pas possible pour moi. Pour moi, en tant qu'humain, je ne peux pas accepter ça. C'est pour cela que j'ai rajouté ça. Résoudre les problèmes des crimes commis sur les négro-africains en 1989 par la justice serait la seule solution pour préserver la stabilité du pays. Les retours des déportés et exilés au Mali et au Sénégal, la restitution de leurs terres et biens en les intégrant dans leur village d'origine, la réintégration des fonctionnaires négro-africains et l'indemnisation des orphelins des victimes de la barbarie raciste avec le rang des pupilles de la nation pour leur progéniture. La constitution d'une commission de vérité et réconciliation, la restitution des corps des soldats négro-africains exécutés sommairement à leurs familles afin qu'elles puissent faire le deuil de leurs proches,
l'extradition des criminels en liberté actuellement devant un tribunal national ou international. En premier lieu, Maouya Ould Ahmed Taya, pour répondre aux crimes commis sous sa responsabilité en tant que chef exécutif. Une loi pour la protection des mineurs, des minorités, quelles que soient les races ou religions. L'instauration d'un système de quotas en faveur des haratines, esclaves et anciens esclaves, longtemps exclus par les institutions de la République islamique de Mauritanie. Faire de la Mauritanie un État laïque, juste, égalitaire et indivisible. Partage du pouvoir et richesse entre toutes les composantes du pays. L'application de la loi qui protège les enfants mineurs. Rendre obligatoire la scolarité des enfants et les services militaires dès l'âge de 18 ans, avec à la clé un métier pour l'avenir. L'intégration dans les manuels scolaires, c'est extrêmement important, que le racisme et l'esclavage est un crime contre l'humanité. La reconnaissance des acteurs sociaux, les mouvements syndicaux et les associations qui œuvrent pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. La mise en place d'une administration entièrement au service du citoyen. Toute accolade passive ou active de corruption soit sévèrement punie. Une couverture sociale pour l'ensemble des Mauritaniens, création de revenus minimum, une assurance vie qui couvre l'ensemble des citoyens du pays, y compris les étrangers qui résident. Voilà, c'était ça mes propositions que j'avais suggérées, ça fait un moment, donc j'avais décidé de venir ici, de partager ces propositions avec vous. Donc, les moyens dont on a besoin c'est réparti ainsi. Il nous manque des moyens humains, des moyens matériaux, des moyens financiers. Pour les moyens humains, c'est vrai, nous n'avons pas encore tous les intellectuels sur la même longueur d'onde que nous. Nous avons énormément d'intellectuels qui sont capables, qui sont compétents. Le seul problème est qu'ils ne sont pas engagés. En tout cas, ils s'engagent très peu. Et le pire, c'est qu'ils font des études très poussées. Et ils rentrent au pays, ils intègrent le système et ils deviennent encore plus mauvais que le système lui-même. Parce qu'ils trouvent entre l'éducation qu'ils ont reçue, la formation qu'ils ont reçue, pour tordre tout ce qu'on les apprend du bien en faveur d'un seul homme qui est un chef d'État, c'est-à-dire le gouvernement ou un chef d'État. En Mauritanie, il y a que le chef d'État qui dit quelque chose et tout le monde suit. Voilà. Les moyens humains aussi, ce sont des militants actifs. Ce sont des gens qui sont prêts au moins à un minimum de sacrifice. On ne demande pas aux gens de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais rien qu'assister à une réunion, ou être délégué ici ou là, ou avoir de perdre un ticket de train pour assister à des réunions ou à des conférences, voilà, c'est déjà des choses qui sont très simples, mais malheureusement pour les Mauritaniens, tout est compliqué. On peut faire confiance à une personne et au fur et à mesure on découvre que cette personne elle est là uniquement dans un objectif précis. C'est pour peut-être se servir de nous et après disparaître. Ou va se mettre sur notre dos et raconter des histoires. Voilà. Ça c'est les moyens, ça c'est le côté moyen humain. Les moyens matériaux, c'est que nous n'avons pas assez de... Par exemple, quand on regarde la mission que Birama vient de faire, la caravane des esclaves, on n'avait pas de voiture
Parce que tout simplement, même les véhicules, les voitures qu'on a pu obtenir, on a eu tous les problèmes pour les entretenir. Les véhicules n'étaient pas entretenus, ils étaient dans un état lamentable et c'était extrêmement difficile. Et puis, nous n'avons pas de système de communication efficace, c'est-à-dire des ordinateurs, tout ce qui est... On avait même pensé, par exemple, à faire un cyber, qui sera, en fait, d'ouvrir des points de cyber qui seront entièrement dédiés à ces victimes, où une personne X peut témoigner ou recueillir le témoignage d'une victime et la balancer à la presse ou de la balancer aux associations qui le récupéreront ensuite pour traiter l'information. Tout ça, ça demande un petit peu quand même d'investissement, c'est-à-dire il faut des ordinateurs, il faut des gens qui sont capables, en fait des gens qui ont un minimum de formation informatique, qui gèrent tout ça. Et puis d'autres moyens aussi, ce sont des moyens de sonorisation, des moyens matériaux, ça englobe tout ce qui est logistique. Donc c'est pas simple, mais on y va quand même avec le peu de choses qu'on a. On ne regrette pas. Et voilà, maintenant vient le gros souci, c'est celui des moyens financiers. Nous n'avons pas, comme le disent certains, particulièrement les autorités, qui nous accusent d'avoir apparemment des milliards ou des millions de juifs. J'aimerais bien les avoir, ces millions. Bon. Là, ils sauront comment je vais en faire, parce que là, ça va vraiment bouger. Et nous n'avons pas de financement, ni public, ni privé. Tout ce qu'on fait, nous le faisons par rapport à nos modestes moyens. C'est-à-dire, on prive nos familles, on prive nos amis, on prive notre entourage, on se prive soi-même, juste pour la cause. Ceux qui disent que nous avons des financements extérieurs ou intérieurs lèvent les doigts et nous justifient ça. C'est complètement mensonger. Nous dépendons de nous-mêmes et de nos cotisations, des cotisations de nos militants. Le problème, c'est que les militants, on les voit au moment où ils ont besoin, et une fois qu'ils n'ont plus... Voilà, c'est comme si on se déblesse de son mouchoir Kleenex, quoi. On disparaît. Et malheureusement, les militants ne se bousculent pas. On voit beaucoup de sans-papiers qui sont au début très motivés, mais c'est pour recueillir un témoignage ici et là. Une fois qu'ils ont obtenu leur papier, voilà, ils disparaissent. C'est ça le problème en ce moment. Nous n'arrivons pas... puis bon, on est dans des pays, en France, où la Mauritanie est un pays quand même qui a été colonisé par la France. Ils sont très bien conscients du problème, sauf que ils ne sont pas très chauds pour prendre la question de l'esclavage correctement. Et quand on demande à se faire financer par des autorités peut-être qui sont hostiles ou je ne sais pas, ça peut nous créer aussi un problème de dépendance. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire taire quand ils veulent. C'est pour cela qu'on n'a pas souhaité du tout faire des demandes de dons ou d'aide. On préfère nous-mêmes faire avec le peu de moyens qu'on a pour être indépendant, totalement, entièrement indépendant. On n'a plus de tabou à cacher, on n'a plus rien à cacher. Notre seul objectif, c'est de combattre le système, c'est de combattre l'esclavage et les injustices. Et un autre point aussi essentiel dans la barrière des moyens, c'est que si on devient dépendant, que ce soit à certaines associations européennes ou internationales, c'est qu'il y a un moment donné, ils vont nous dire, attendez, tel sujet ça ne nous arrange pas, donc fermez vos gueules, si vous ne le fermez pas, ben on coupe le robinet. Donc c'est un mode de pression, parce que les États, ils utilisent souvent ces associations, malgré qu'elles sont efficaces, qu'elles travaillent bien. Mais aussi, j'ai découvert à Genève qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Les ambassades financent des associations qu'on n'y croit pas, mais c'est sûr et certain, ils les financent, ils les donnent des moyens. Et pour mettre la pression, ben, ils disent tout simplement, soit vous taisez l'affaire, ou sinon on ferme les robinets. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc
Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.